La vraie vie s'assure ici. Offre soumise à conditions, variables suivant les caisses régionales participantes. Plus d'infos sur groupama.fr. Europe 1 Soir Week-end. 18h-19h, Guillaume Lariche. Bonsoir à tous et bienvenue dans Europe 1 Soir Week-end. Nous sommes le samedi 18 mai. Dans cette heure d'information, vous retrouverez Julia Vignali à 18h50 tout à l'heure. Julia en compagnie de l'acteur Jean Reno pour la sortie du livre Emma. Auparavant, nous débattrons de l'actualité avec Paul Sugy, journaliste au Figaro, également Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2. Je leur demanderai leur point de vue sur la volonté de Gérald Darmanin de décorer si rapidement le policier qui a tué hier matin l'homme qui a incendié la synagogue de Rouen. Nous parlerons aussi de la Nouvelle-Calédonie qui pense ses plaies causées par les émeutiers depuis près d'une semaine maintenant. L'archipel où TikTok, la plateforme, est interdite depuis 3 jours. Pourtant, jamais un pays occidental n'a pris ce type de décision. Nous ferons ce décryptage dans Ça fait débat. Ce sera après le rappel des titres de 18h30. Et pour cette première demi-heure, le député Renaissance des Yvelines, Charles Rodwell, sera avec nous. Ce sera d'ici un quart d'heure. Et à 3 semaines des élections européennes, le parti de la Macronie se fait rattraper par le PS. Europe 1 Soir Week-end, il est 18h. Merci de faire la route avec nous et place maintenant à votre journal. Ça se passe à 18 000 km de nous et pourtant nous pouvons ressentir la peur des habitants de Nouvelle-Calédonie. Vous entendrez cette mère de famille qui dort habillée pour être prête à partir, le cas échéant, avec ses enfants rapidement, si cela est nécessaire face aux émeutiers. La Nouvelle-Calédonie où un 6e mort est à déplorer. Après la Moselle, la Meurthe-et-Moselle a été placée en vigilance rouge crue par Météo France. Nous retrouverons sur place Tatiana Geselman. Dans votre journal également, ce braquage d'une bijouterie survenu en fin de matinée, ça s'est passé à 2 pas des Champs-Élysées à Paris. Un coup de feu tiré, les malfaiteurs se sont enfuis à moto. Guillaume Dominguez nous racontera ce qui s'est passé. Petit détour également par la Croisette avec Kinds of Kindness, l'un des films les plus attendus de la quinzaine à Cannes. Cannes justement, où nous avons 18 degrés ce soir et du soleil. Transition facile s'il en est, mon cher Anthony Kazmarek, pour parler du temps avec vous. Eh bien demain, il faudra justement être près de la Méditerranée, mais aussi près des côtes de la Manche pour avoir du soleil. Partout ailleurs, comme aujourd'hui, des averses orageuses vont se déclencher surtout dans l'après-midi. Attention donc encore à ces débordements de cours d'eau dans le nord-est. Les températures en légère hausse demain après-midi, 18 à 25 degrés. Météo complète à la fin du journal. Europe 1. Après la journée rouge d'hier sur les routes de France, c'est orange ce samedi dans le sens des départs. L'arc méditerranéen avec l'A7 et l'A9 est particulièrement d'ailleurs chargé ce soir. Bon courage si vous êtes dans le trafic soutenu aussi sur la façade atlantique avec l'autoroute A63 et la nationale 165. Demain, pas de soucis, mais après-demain lundi, rebelote, ce sera orange dans le sens des retours. Pour éviter les bouchons, Bison Futé vous suggère d'arriver en région parisienne avant 14h. L'animal, loin d'être bête, conseille d'éviter les autoroutes du sud du pays à partir de 13h de lundi après-midi jusqu'en début de soirée. De l'autre côté de la Terre, dans le Pacifique Sud, en Nouvelle-Calédonie, les routes sont peu empruntées et pour cause depuis lundi. Vous le savez, les émeutes dans l'archipel obligent les habitants à se calfeutrer chez eux. Plusieurs centaines de personnes opposées à l'élargissement du droit de vote aux personnes habitant sur l'île depuis plus de 10 ans notamment, ont pillé et incendié plus de 80% des commerces d'après la Chambre de commerce et d'industrie. Malgré la présence de 2700 militaires arrivés cette semaine, les habitants du Caillou, nom donné à l'archipel, sont pétrifiés, comme Lisa qui habite en Nouvelle-Calédonie depuis maintenant 10 ans. Honnêtement, on est épuisé depuis lundi soir, on ne dort pas. Rien n'a changé. On est toujours sur notre presqu'île avec les maris devant et nous seuls, moi seul le soir avec mes 2 enfants à la maison, les sacs prêts. Et on n'a pas vu un char, on n'a pas vu un militaire, on n'a pas vu un gendarme. On est livrés à nous-mêmes, comme toujours depuis lundi soir. Je sais pas, faudrait porter plainte contre l'État pour non-assistance. L'État est censé protéger ses citoyens, non? Alors, hier soir, j'ai expliqué à mes filles qui ont 7 ans et 12 ans et j'ai hébergé des amis qui veulent pas rester seuls. On expliquait aux gamins, si les papas ils nous appellent, ça veut dire qu'il faut qu'on parte très doucement dans la mangrove. Mais chérie, on va se couvrir, ça va durer longtemps, mais surtout, faudra pas pleurer. À ma grande de 12 ans, je lui dis, tu tiendras le museau de la chienne, faudra pas qu'elle aboie. Même si on a quoi que ce soit, faudra pas pleurer. Angoissée, depuis lundi soir, on fait des nuits blanches. Mais de toute façon, même si on sort, on est pétrifié. Il n'y a plus rien. Pour Europe 1, Lisa répondait à Simon Barbin, à la Nouvelle-Calédonie, où le racisme anti-blanc est quotidien. Comme l'a expliqué à Cédric Chasseur ce matin dans Europe 1 Matin Week-end, Sonia Bakas, la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie. On se fait insulter toute la journée au nom de bâtards de blancs, dégagez, rentrez chez vous, vous n'avez pas votre place ici, c'est Kanaki. C'est très clairement du racisme anti-blanc. Et quand je dis blanc, c'est même pas blanc, puisque en fait, concrètement, toutes les ethnies autres que Kanak sont attaquées. La Nouvelle-Calédonie est une île très, très métissée, très mélangée. Toutes les communautés vivent ici, mais concrètement, c'est une minorité de Kanak extrémisée qui est profondément raciste.
La Nouvelle-Calédonie où un 6e mort est à déplorer, un père de famille tué dans des échanges de tirs sur un barrage au nord de la principale île de l'archipel. Des émeutiers gardent le contrôle de certains quartiers. 2700 militaires sont désormais sur place pour tenter de faire régner le calme. Europe 1 Soir Week-end, 18h, 19h, Guillaume Lariche. Bientôt 18h05, retour en métropole où la Meurthe-et-Moselle est en vigilance rouge crue ce samedi. C'est le même niveau de vigilance que pour le département voisin de la Moselle. Ce département situé entre le Luxembourg et Strasbourg où il est tombé hier l'équivalent d'un mois de pluie en 24 heures. Alors même s'il ne pleut plus dans ces secteurs depuis ce matin, certains cours d'eau continuent de monter. C'est notamment le cas à Lunéville où le pic est attendu dans la nuit. Dans le secteur de Bouzonville en revanche, la décrue est enfin amorcée. Tatiana Gezelman, vous êtes sur place et on voit le niveau de l'eau baisser. Oui, tout à fait. Sur les façades des maisons devant moi, on voit bien que la démarcation de l'eau est descendue d'environ 60 cm par rapport à ce matin. Alors pour autant, la décrue est loin d'être terminée. Certaines rues restent impraticables, noyées sous un mètre d'eau. Abdel, par exemple, a dû passer par la fenêtre pour sortir de chez lui. J'ai fait un peu l'acrobate, je suis sorti par derrière, le jardin des voisins, comme un voleur quoi. Tout son rez-de-chaussée est complètement sous l'eau. Pour l'instant, il ne peut même pas commencer à nettoyer, mais il sait déjà que les dégâts seront considérables. C'est inondé à l'intérieur, presque tout est foutu quoi. Les plaques au plâtre, la tapisserie, j'ai la voiture qui est dans le garage, l'eau du siège noyée. Alors d'ailleurs, les pompiers ici, ils circulent en barque pour apporter de la nourriture, des vêtements ou encore des médicaments aux habitants. Un spectacle désolant pour Rita, dont le bar se trouve juste au-dessus et qui a craint pour son commerce. Franchement, j'étais quand même un peu stressée vu que je suis pas très loin, peur de la montée des eaux. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais vu ça sur Bouzonville alors que j'y suis depuis plus de 40 ans. On a déjà eu des montées des eaux, mais comme ça, j'ai jamais vu. Et effectivement, le niveau est historique ici et la grande crainte, c'est que l'eau recommence à monter car de la pluie pourrait de nouveau tomber dans les 3 prochains jours. Tatiana Gezelman pour Europe 1 et nous ferons un point complet sur la météo à la fin de ce journal avec Anthony Kazmarek. Alors, assurance maladie et syndicats de médecins libéraux, eux, se sont mis d'accord hier. Selon le projet de convention médicale pour les 5 prochaines années, le tarif de la consultation chez votre médecin devrait passer à 30 € dès le mois de décembre. C'est 26,50 € actuellement. Ces 3,50 € de plus par consultation chez le généraliste représenteront 1,6 milliard d'euros de dépenses en plus pour l'assurance maladie. Quoi qu'il en soit, les syndicats de spécialistes libéraux n'ont pas fini de se faire entendre. Même s'ils ratifient l'accord d'hier, ils continueront de soutenir la grève des cliniques privées. Grève prévue à partir du 3 juin prochain en déprogrammant consultations et opérations. La grève des pharmaciens ce week-end pour réclamer l'aide de l'État. Plus de 300 officines ont fermé l'an dernier, 46 depuis le mois de janvier. Cette grève des pharmaciens jusqu'à lundi soir sera suivie par une manifestation le jeudi 30 mai partout dans le pays. Europe 1 Soir Week-end, il est 18h07. On se retrouve dans une petite minute 30 pour parler de ce braquage commis en plein jour devant des passants à quelques dizaines de mètres seulement des Champs-Élysées à Paris. Europe 1 Soir Week-end. Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez la nouvelle Peugeot i208 100% électrique. Vous pensez, pas mal. Et si je vous dis qu'elle a jusqu'à 410 km d'autonomie et qu'en ce moment, elle est proposée à partir de 160 € par mois seulement, là, elle devient irrésistible. LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer 4 090 € pour une i208 active neuve, aide de l'État déduite. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 mai si acceptation crédit par. Conditions sur Peugeot.fr. Autonomie cycle mix WLTP suivant état de charge de batterie, style de conduite. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron ? Alors, t'as pris le pouls des prix Lidl ? Je prends le sujet à cœur, patron. En ce moment, avec l'offre Super Week-end, l'oxymètre de pouls garantie 2 ans est à moins 40% avec l'appli Lidl Plus, soit 8,99 € au lieu de 14,99 €. Moins de 9 €? Ils nous cherchent des poux. Oh oui, on est mal. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 2 centimes d'éco-participation, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Électrique, hybride, essence, diesel et GPL. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Découvrez Renault Arcana Mild Hybride, maintenant disponible en occasion dès 199 € par mois. Arcana Business Mild Hybride, 140 DC d'occasion. LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 4 000 €. Offre à particulier jusqu'au 30 juin, si accordiaque, selon stock disponible, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer. Europe 1 Soir Week-end, 18h, 19h, Guillaume Lariche. Et il est 18h09. Un braquage à l'arme longue ce matin, comprenez par là à l'arme de guerre. La bijouterie Harry Winston, située avenue Montaigne, c'est à 2 pas des Champs-Élysées, en plein cœur de la capitale. On a fait les frais. Cela s'est passé en fin de matinée, une attaque éclair, Guillaume Dominguez. Oui, tout s'est joué en quelques minutes. Selon les informations d'Europe 1, 3 hommes casqués, vêtus de noir, sont arrivés à moto devant la bijouterie aux alentours d'11h45 ce matin. Équipés d'armes longues, au moins
moins 2 d'entre eux seraient entrés à l'intérieur de la bijouterie. À l'intérieur, les malfaiteurs auraient brisé plusieurs vitrines sous les yeux du personnel de la boutique et d'une cliente retrouvée en état de choc. Un braquage éclair avant de repartir sac à la main à toute vitesse sur leur bolide. Dans leur fuite, les braqueurs auraient tiré un coup de feu sans faire de victime. Un tir de dissuasion d'après une source policière. Les malfaiteurs sont toujours activement recherchés. Ce soir, l'enquête a été confiée à la BRB, la brigade de répression du banditisme. Pour l'heure, le montant du butin n'est toujours pas communiqué, mais il serait très important selon une source proche de l'enquête. Le mode opératoire, lui, n'est pas sans rappeler un précédent braquage commis le mois dernier. Selon les informations d'Europe 1, les enquêteurs n'excluent pas la piste d'une même équipe de malfaiteurs. Merci Guillaume Dominguez. Et quand vous dites très important, on peut se souvenir que Harry Winston, la bijouterie, a déjà été braquée 2 fois. C'était voilà une quinzaine d'années pour un montant à l'époque de 80 millions d'euros. Merci Guillaume. Retour sur l'attaque d'un fourgon pénitentiaire mardi dernier dans l'Eure. Les agents si vulnérables pour transférer des détenus ont obtenu des avancées après plusieurs jours de blocage des prisons. Les nouveaux véhicules seront plus puissants. Le nombre de transferts aussi va être limité grâce aux auditions en visioconférence. Des changements nécessaires quand on écoute ce témoignage recueilli par Charles Guyard. Cet agent exerce dans le Grand Ouest. Je suis père de famille, je pars au travail le matin, je veux rentrer le soir. Cette évidence, elle n'a pas seulement été ébranlée par le drame de mardi, cela fait des années en réalité que Pierre, c'est un prénom d'emprunt, la sent menacée. Car l'homme appartient au fameux PREJ, le pôle de rattachement des extractions judiciaires. En clair, il fait le même métier que les 2 agents tombés sous les balles. Ça peut arriver n'importe où, à n'importe qui, n'importe quand. De fait, Pierre, qui a débuté comme surveillant en prison, se sent désormais beaucoup plus vulnérable sur la route, où il parcourt plus de 5000 km par mois. Malgré toute mon expérience, je me suis senti beaucoup plus en sécurité quand j'étais tout seul face à 120 personnes détenues. À l'intérieur, on est protégé. Il y a des murs. Avant qu'un commando armé puisse rentrer en prison, il y a quand même beaucoup de travail. Alors qu'à l'extérieur, on ne peut rien prévoir. On ne peut compter que sur nous-mêmes. On n'a aucun équipement adapté. On n'a que des pistolets 9 mm. Il faut savoir qu'en face, ils ont des armes de guerre. On fait pas le poids. On n'a pas des gilets pare-balles qui sont équipés pour ça. On n'a absolument rien pour riposter. Mais les choses devraient changer. Les syndicats ayant obtenu des garanties sur l'armement ou encore la puissance des véhicules. De quoi permettre à Pierre et à ses collègues de mieux faire face aux risques auxquels ils sont exposés quotidiennement. Le reportage de Charles Guyard, correspondant dans le Grand Ouest pour Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. Europe 1 Soir Week-end, 18h12. Après son Lion d'Or à Venise et sa nomination aux Oscars pour Pauvre créature, Yorgos Lanthimos a été récompensé à Cannes pour son film The Lobster. Hier au festival, le réalisateur grec présentait sa toute nouvelle production Kinds of Kindness, avec au casting sa nouvelle muse et pas des moindres. J'ai nommé la doublement oscarisée Emma Stone. Marie Jiquel. Ne vous fiez pas au titre Kinds of Kindness que l'on pourrait traduire en cas de gentillesse, car Yorgos Lanthimos explore à travers 3 histoires les tourments de psychopathes aux allures de monsieur et madame tout le monde. Nous voulions que ce soit compliqué pour le spectateur de s'identifier au personnage. C'était notre point de départ et nous l'avons enrichi de 3 histoires. Une comédie noire née dans l'esprit du cinéaste grec et nourrie par ses collaborations avec l'actrice Emma Stone. Quand vous faites confiance à quelqu'un, cela vous pousse à vous dépasser, à aller vers des situations moins confortables pour vous-même. Emma Stone me donne énormément d'idées auxquelles je n'avais pas songé. Avec elle, je ne reste pas coincé dans mon scénario. Yorgos Lanthimos planche déjà sur son prochain film et toujours aussi énigmatique, il nous a donné un seul mot-clé, les abeilles. Marie Jiquel du service culture d'Europe 1. Les sports à présent et la 24e journée du top 14 de rugby. Toulouse a battu Montpellier 29-22. La Rochelle affronte Pau ce soir à partir de 21h05. Et puis la 7e course de la saison de Formule 1 en Italie. Le Grand Prix d'Émilie-Romagne s'élancera demain à 15h. Et histoire de ne pas changer, Max Verstappen partira en pole position au volant de sa Red Bull. Et pour finir, la météo avec vous, Anthony Kazmarek. 7 cours d'eau sont particulièrement à surveiller ce samedi soir. Oui, d'abord 2 cours d'eau qui connaissent une crue exceptionnelle et qui sont en vigilance rouge. C'est lié aux fortes pluies des dernières 48 heures. La Nier en Moselle qui va continuer à monter du côté de Folquemont et de Varize. Et puis la Vezouze en Meurthe-et-Moselle où le pic ne sera atteint que demain matin du côté de Lunéville. Et puis 5 autres cours d'eau connaissent une crue importante et sont en vigilance orange. La Meurthe, partie aval, qui coule en Meurthe-et-Moselle.
pic attendu cette nuit. La Sarre moyenne et la Sarre aval qui coulent dans le Bas-Rhin et en Moselle, et puis la Moder et la Zorn dans le Bas-Rhin. Pour ces 4 cours d'eau, la décrue s'amorce ou va s'amorcer dans les prochaines heures. Mais prudence, car il y aura encore ce soir des averses orageuses dans tous ces cours d'eau, donc évidemment soyez extrêmement vigilants. Et demain, Anthony, beaucoup d'instabilité encore. Et oui, c'est reparti, surtout dans le courant de l'après-midi. Comme aujourd'hui, le matin ce sera plutôt calme dans la moitié sud avec un beau soleil, là où il n'y aura pas de plaques de brouillard ou de grisaille. Déjà les premières averses sur le sud de l'Aquitaine avec un caractère orageux. Dans la moitié nord, ce sera souvent gris, avec quelques ondées ici ou là et des brouillards aussi en Bretagne et en Normandie. Et puis dans l'après-midi, donc comme aujourd'hui, des orages assez dispersés se déclencheront. Le risque sera plus fort dans le sud-ouest avec localement de la grêle, donc là encore prudence, mais aussi entre la Bretagne, l'Île-de-France et à nouveau le nord-est, ce qui pourrait malheureusement freiner la décrue. Les seules zones demain qui auront le droit à un temps sec, sans pluie, ce sera les côtes de la Manche et le pourtour méditerranéen avec un beau soleil. Et puis les températures en légère hausse par rapport à aujourd'hui. 18 degrés à Biarritz et à Cherbourg pour la minimale demain après-midi, 25 à Ajaccio et Valence pour la maximale. Vous aurez 23 à Lyon, 22 à Paris, à Lille et à Strasbourg, 20 degrés pour Brest et Saint-Etienne et 19 à Bordeaux. La météo d'Anthony Kazmarek. Merci d'écouter Europe 1 Soir Week-end. Dans moins d'une minute 30, j'aurai le plaisir d'accueillir Georges Rodwell pour l'interview politique, le député Renaissance des Yvelines avec qui nous parlerons de la Nouvelle-Calédonie, de l'attaque de la synagogue de Rouen et aussi des élections européennes. A tout de suite. Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Europe 1, le grand rendez-vous. Demain, le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Notre invité, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. À 3 semaines des élections européennes et avec un candidat, Léon Desfontaines, toujours très bas dans les sondages, quelle perspective pour s'imposer et quelle solution dans un climat insurrectionnel en France de plus haute intensité? Nous lui poserons toutes les questions. Alors rendez-vous demain de 10h à 11h sur Europe 1 et CNews. Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné. Rien de grave, Victor. Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses. Rassurez-vous, si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais à avancer. Nous les prendrons directement en charge. Ah, mais merci, Cerise. Je vais appeler mon conseiller. Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat. On sait que certains pensent qu'un téléphone dernier cri, c'est pas donné. Et que le reconditionné, On sait pas toujours sur quoi on tombe. Mais chez Orange, les téléphones reconditionnés sont testés et vendus avec une garantie commerciale de 24 mois. En plus, du 16 au 22 mai, c'est la semaine du reconditionné. L'occasion idéale pour découvrir notre sélection à prix réduit. Ah, alors là, d'accord. Orange est là. Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine du 16 au 22 mai 2024, réservée aux particuliers. Conditions en boutique et sur orange.fr. Europe 1 Soir Week-end. 18h, 19h. Guillaume Lariche. Bonsoir à tous, Europe 1 Soir Week-end, 18h17. Et tout d'abord, mes excuses, Charles Rodwell, puisque j'ai dit Georges Rodwell. Votre patronyme, c'est bien Charles. Donc, bonsoir, Charles Rodwell. Député Renaissance. Vous êtes tout excusé, bonsoir. Merci beaucoup. Député Renaissance des Yvelines, président du groupe d'études Attractivité Export à l'Assemblée nationale. J'aimerais parler avec vous des élections européennes, mais aussi de la Nouvelle-Calédonie, Charles Rodwell. Mais avant d'aborder ces sujets dans le prochain quart d'heure, j'aimerais qu'on revienne sur l'attaque survenue hier à la synagogue de Rouen, avec la montée en puissance des actes antisémites, plus de 300% depuis le début de l'année. Les Juifs de France se disent, la question ce n'est pas de savoir s'il va y en avoir d'autres, mais quand est-ce que ça va se passer? Ça vous inspire quoi? Moi, j'ai beaucoup échangé avec les Français de culte juif sur ma circonscription, qui sont exactement dans l'état dans lequel que vous décrivez. Un état de peur, un état de parfois de désespoir face aux attaques qui se multiplient, avec une impunité absolument totale d'une part de la classe politique qui, au mieux, cautionne ces actes. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut envoyer absolument chacun ses responsabilités. Vous voyez, moi je siège dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale depuis maintenant 2 ans. Et depuis 2 ans, j'ai entendu la France insoumise et ses alliés déclarer leur réserve sur l'existence de la rafle du Veldiv. Inviter le rappeur antisémite Médine à leurs universités d'été. Qualifier le Hamas de mouvement de résistance et non pas de mouvement terroriste. Ne pas avoir un seul mot pour les otages à la suite de l'attaque du 7 octobre. Et moi, si vous voulez, ça m'interpelle. Ça m'interpelle à la fois parce que la France insoumise tient ce discours, ça m'interpelle aussi parce que
Les alliés de Raphaël Glucksmann, le Parti socialiste, continuent de cautionner l'alliance de la NUPES à l'Assemblée nationale. Alors justement, les prises de position de LFI notamment peuvent attiser la colère contre les Juifs français. Faut laisser parler comme ça ou faudrait justement peut-être agir ? Moi, je suis pour, comme vous le savez, une action absolument intraitable et une politique sécuritaire sans réserve, parce que pour moi, la première condition de la liberté, c'est la sécurité de tous les citoyens sur le territoire français. Nous avons toujours été clairs sur cette question. Chaque Français a le droit de pratiquer le culte qui est le sien sur le territoire français tant qu'il respecte les lois de la République. Aujourd'hui, un certain nombre de Français de confession juive ont été mis en danger ces derniers mois. C'est la raison pour laquelle ils ont été placés sous une protection absolue de la part des forces de l'ordre. Je tiens à leur rendre hommage au vu de la manière dont les forces de l'ordre, à la fois en métropole et en Nouvelle-Calédonie, ont été frappées cette semaine. C'est la raison pour laquelle aussi j'appelle chaque auditeur qui nous écoute à prendre en compte la position de chaque responsable politique sur cette question, soit par le soutien qu'ils apportent au Hamas, soit par la caution silencieuse et honteuse qu'ils apportent aux frasques absolument inacceptables de la France insoumise sur ces questions. Nous serons toujours aux côtés des Français de communautés juives, de cultes juifs comme des autres, pour qu'ils puissent pratiquer librement leur culte, évidemment sans être menacés sur le territoire français. Notre position est claire là-dessus et nous sommes prêts à prendre toutes les mesures qu'il faut pour cela dans ne serait-ce que les heures qui viennent. Très bien, justement, et par rapport aux mesures que vous avez prises, enfin pas vous, mais le policier, lui, qui a neutralisé l'attaquant de la synagogue de Rouen hier, sera décoré, comme l'a annoncé Gérald Darmanin. Là aussi, c'est une prise de position. Est-ce que cette décoration pourrait inciter les forces de l'ordre à se sentir peut-être plus légitimes pour faire usage de leur arme à feu ? Moi, je considère que cet homme a été vraiment d'un courage pour s'interposer. Il mérite absolument d'être décoré. Quand je pense cette semaine dans des contextes bien différents, à Carville, en Nouvelle-Calédonie, je ne fais évidemment pas de lien entre ces événements, mais j'aurais un mot quand même pour les familles d'Arnaud, de Fabrice, de Nicolas, de Xavier, tous ces hommes qui font partie de nos forces de l'ordre qui ont été blessés, abattus et tués cette semaine parce qu'ils protégeaient et parce qu'ils nous protégeaient chacun d'entre nous dans le cadre de leurs fonctions. Je tiens vraiment à leur apporter tout simplement un soutien et une pensée extrêmement respectueuse. Et sachez que nous nous placerons toujours aux côtés des hommes et des femmes qui nous protègent, à savoir en l'occurrence ce policier qui a fait son travail et qui mérite évidemment d'être décoré. Alors justement, les hommes qui protègent les Français, il y en a eu 2700 qui ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie, là-bas où c'est la crise depuis lundi. Toujours plusieurs quartiers retenus par des centaines d'émeutiers. Ce matin sur Europe 1, une habitante expliquait dormir en étant habillée avec les baskets au pied du lit pour être prête à s'échapper en catastrophe avec ses enfants. Est-ce que c'est normal d'avoir peur quand on est Français chez soi ? Mais bien sûr que c'est pas normal. Et c'est un symptôme de plus de la décivilisation d'une partie de notre société. Moi, je ne vais pas vous faire d'éléments de langage, je vous parle très franchement. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, les décisions qui ont été prises cette semaine à l'Assemblée nationale sont la suite, tout simplement, d'un processus qui a été engagé il y a bien des années, que vous avez relaté très précisément sur votre antenne, après les accords de Nouméa, les accords de Matignon. La loi que nous avons votée cette semaine sur le corps électoral suit tout à fait cette logique. Alors justement, excusez-moi de vous interrompre, mais vous avez une minorité qui s'oppose à celle-ci, mais 3 référendums ont été organisés qui légitiment le scrutin parce que les 3 ont été remportés. Et ce que je constate, là encore, pardonnez-moi, mais même en métropole, vous avez 2 mouvements, l'extrême gauche et l'extrême droite, qui chacun à leur manière cautionnent les violences et cautionnent ces gens qui s'opposent à un processus qui a été validé par 3 référendums en Nouvelle-Calédonie. C'est la raison pour laquelle la situation est inacceptable. Charles Rodwell, député Renaissance dans les Yvelines. Justement, l'élargissement électoral pose problème pour les Kanaks au sein de la Nouvelle-Calédonie. Certains membres de la Macronie estiment qu'il faudrait peut-être remettre un petit peu à plus tard cette décision qui doit être entérinée fin juin à Versailles. Vous, c'est quoi votre position ? Faut entériner cette loi qui prévoit l'élargissement justement électoral aux personnes qui sont natifs de l'île ou qui sont présents depuis plus de 10 ans sur l'île pour pouvoir voter, ou au contraire, vous pensez qu'il faut encore rediscuter et avoir un accord global qui pourrait calmer le jeu ? Première chose, moi je prends cette question avec évidemment une immense humilité au vu de l'expertise relative que j'ai en la matière face
une situation très complexe d'un point de vue sociologique, social, électoral, politique, religieux, spirituel, dans tous les sens du terme. Moi, la seule chose que je regarde, ce sont les principes, ce sont les faits qui ont été validés par un scrutin. Depuis des décennies, vous avez eu l'accord de Nouméa, l'accord de Matignon, 3 référendums qui ont été remportés et qui ont validé l'évolution législative que nous avons tenue cette semaine. Et je tiens juste à souligner une chose, il ne faut pas non plus se laisser instrumentaliser. Cette semaine, moi j'ai vu des députés se relayer à la tribune pour expliquer qu'il fallait mener un conflit civil. Parce que c'était une guerre coloniale, une guerre à caractère racial. Ce sont les mots qui ont été employés cette semaine à l'Assemblée nationale. Donc le sujet pour ces députés qui se lèvent pour mettre le bazar en Nouvelle-Calédonie et cautionner ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas la question du corps électoral, c'est la question de déstabiliser la société et les institutions de notre pays. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est que quoi qu'il se passera, nous tiendrons fermes sur les principes qui ont été validés par une consultation par 3 fois, par un référendum populaire auprès de l'ensemble de la population de l'île, qui a déterminé et qui détermine des choix civilisationnels que la population de l'île a fait pour son avenir et son avenir en lien avec la France. Et à propos de choix civilisationnels, à propos de choix civilisationnels, aussi les élections européennes qui vont être pour le coup très importantes. On est à 3 semaines de ces élections. La sécurité qui grimpe à la 3e place des sujets qui vont jouer sur le vote des Français le 9 juin prochain aux européennes. Petite question au niveau des derniers sondages qui montrent que la tête de liste de votre parti Renaissance est toujours créditée de 15% environ quand le RN affiche le double. Mais Valérie Ayé est talonnée de plus en plus par le socialiste Place Publique Raphaël Glucksmann qui compte 1 à 2 points de moins. Est-ce qu'il gagne des voix chez les centristes de la Macronie mécontents ou est-ce que c'est Valérie Ayé qui en perd ? Je vous donne mon point de vue. La raison pour laquelle je soutiens Valérie Ayé, c'est que je considère que c'est la seule candidate et la seule liste qui soit réellement pro-européenne. Je vais juste vous demander de faire 30-40 secondes parce qu'on est malheureusement pressé par le temps, Charles Rodwell. Désolé. Je ferai très vite. Je donne juste mon point de vue aux électeurs qui hésiteraient à voter pour Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann a refusé de voter le pacte asile-immigration. Raphaël Glucksmann a refusé de voter la PAC. Raphaël Glucksmann est le candidat du Parti socialiste qui est aujourd'hui allié avec la France insoumise à l'Assemblée nationale, malgré la remise en cause du caractère terroriste du Hamas, malgré la remise en cause de l'État d'Israël. Le Parti socialiste est toujours en accord avec la France insoumise à l'Assemblée nationale. Je lance un appel très clair à ces électeurs. Ne vous trompez pas sur l'intérêt et sur le positionnement politique réel de chaque candidat dans cette élection. Charles Rodwell, merci beaucoup et vous avez fait court, vous avez respecté ce que je vous ai demandé. Merci beaucoup pour ce quart d'heure passé ensemble. Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines. Merci à vous Charles Rodwell, très bonne soirée avec nous sur Europe 1. Vous pouvez continuer d'écouter l'émission Europe 1 Soir Week-end. La nuit des musées, on en parlera peut-être prochainement dans la prochaine demi-heure. Également, 1300 musées qui vont être ce soir ouverts au grand public. Alors avant de retrouver nos débatteurs, Paul Sugy, journaliste au Figaro et auteur, et Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2. Le rappel des titres de l'actualité avec Théo Grévin. Une petite pause musicale s'impose, 18h27. Et cette pause musicale, c'est avec Teddy Swims, The Door. Belle soirée avec nous sur Europe 1 Soir Week-end. Out of your favorite book, you sold me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave watching the way you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby,
Europe 1 Soir Week-end, 18h30, c'était Teddy Swims avec The Door, peut-être pourquoi pas votre playlist de l'été, qui sait. Tout de suite, je vous propose de faire le rappel des titres avec Théo Grévin. Bonsoir Théo. Bonsoir à tous. La Meurthe-et-Moselle passe en vigilance rouge pour des risques de crue. Elle rejoint le département voisin de la Moselle. Tous deux sont touchés par de conséquentes inondations depuis vendredi. La vigilance rouge restera en vigueur jusqu'à demain où des pluies orageuses sont attendues. On est loin d'un retour à l'apaisement en Nouvelle-Calédonie selon la maire de la capitale, Nouméa. Ce samedi, un homme a été tué dans le nord de la principale île de l'archipel. Ce dernier tentait de passer un barrage avec son fils. Le bilan fait état de 6 morts depuis le début des émeutes lundi. Les taux se resserrent autour de Kharkiv en Ukraine. Le président ukrainien dit s'attendre à une offensive russe plus large dans le nord et dans l'est du pays. Volodymyr Zelensky qui rejette par ailleurs l'idée d'une trêve pendant les Jeux Olympiques. Une trêve ferait le jeu de l'ennemi, répond Volodymyr Zelensky à Emmanuel Macron qui souhaite un cessez-le-feu durant toute la durée des JO. Gérald Darmanin se rendra à Rouen lundi. Le ministre de l'Intérieur va décorer le policier qui a abattu un individu porteur d'un couteau et d'une barre de fer près de la synagogue de Rouen vendredi. L'agent a eu raison de faire usage de son arme, a déclaré Gérald Darmanin, dénonçant par ailleurs un acte antisémite. Enfin, le Paris Saint-Germain envisage de construire son futur stade à l'hippodrome de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. En février, le président qatari du club Nasser Al-Khelaifi avait annoncé que le départ du Parc des Princes, que la mairie de Paris se refuse à vendre, était désormais inévitable. Merci Théo Grévin, on vous retrouve à 19h pour votre journal sur Europe 1. Tout de suite, ça fait débat, enfin tout de suite, après la publicité, on aura le plaisir de retrouver Paul Sugy, journaliste au Figaro et auteur, et puis Benjamin Morel, maître de conférences en droit public à l'université Paris 2. Ensemble, on parlera bien évidemment des sujets du moment, Nouvelle-Calédonie, les européennes, ça arrive dans moins de 3 semaines, et puis également ce qui s'est passé hier du côté de Rouen avec l'attaque de la synagogue. Europe 1. La Nouvelle-Calédonie s'enfonce dans la violence. Il y a des policiers qui sont enfermés dans le commissariat pour défendre le territoire. C'est fort à l'amour. Ils nous traitent de sale blanc et là je suis poli, mais il y a toujours ce terme-là. Ils nous insultent, ils nous demandent de rentrer chez nous ici, donc on n'a pas d'autre chez nous qu'ici. Vous ne pouvez pas imaginer la peur au ventre que j'ai si on arrive à sortir vivant, monsieur, parce que je parle de sortir vivant. Ce que les indépendantistes n'ont pas réussi à obtenir par les urnes, ils veulent l'obtenir en détruisant tout. On nous a prévenus, là c'est chacun pour soi. Europe 1. Jusqu'au 3 novembre, au Musée national de l'automobile, découvrez l'exposition De Monaco à Mulhouse, la collection automobile du prince Albert II. Vivez l'histoire d'une passion transmise de génération en génération. Collectionnées pendant plus de 40 ans par le prince Régnier et son fils, ces voitures quittent Monaco pour la première fois. Ne manquez pas cette exposition unique à Mulhouse avec Europe 1. Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, vous font des prix sur les nouveautés du moment ? Pas sur des nouveautés qui datent de vraiment trop longtemps. Jusqu'au 27 mai pendant l'opération C'est nouveau et c'est moins cher, profitez de 15% de réduction sur tous les portails standards et sur mesure. Oui, tous. 15%, même sur les nouveaux modèles de la gamme. Une offre comme ça, même chez La Paire. Il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr. Europe 1 Soir Week-end. 18h, 19h. Guillaume Lariche. 18h34, très bonne soirée, merci de faire la route avec nous. Paul Sugy, journaliste au Figaro et auteur. Benjamin Morel, maître de conférences en droit public à l'université Paris 2. C'est deux personnes qui sont avec moi ce soir dans le studio Lagardère d'Europe 1 pour Ça fait débat. Bonsoir messieurs, juste une petite précision, Benjamin Morel, vous êtes auteur et donc un dernier livre que vous avez... Alors oui, un dernier livre, 50 propositions pour changer les institutions, puis un livre précédent qui est assez d'actualité avec la Nouvelle-Calédonie qui s'appelle La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme, et c'est aux éditions du CERF. Est-ce qui vous donne encore plus de légitimité pour en parler ? Alors, on va pas faire de jaloux, vous aussi Paul Sugy, auteur. Ça n'a plus grand-chose à voir, c'était sur la question animale. Il y a quelques années déjà. L'extinction de l'homme. Voilà qui est dit Europe 1, bientôt 18h35, la Nouvelle-Calédonie, on y est, un statut à part, même différent des autres territoires d'outre-mer, ce qui a enflammé les foules. C'est bien évidemment le projet de loi souhaitant élargir le corps électoral lors des prochaines élections. Jusqu'à maintenant, seuls les néo-calédoniens et les personnes arrivées sur l'archipel avant 98 peuvent voter. Le projet de loi qui doit être entériné fin juin à Versailles propose de donner le droit de vote à celles et ceux qui sont nés sur l'île et aux personnes aussi y habitant depuis plus de 10 ans, ce qui n'est pas du tout du goût des Kanaks qui ne veulent pas devenir une minorité. Est-ce que ça peut se comprendre, Benjamin Morel ? Alors oui, mais il faut comprendre exactement quel est l'état du processus. Vous disiez tout à l'heure, c'est un statut à part. Oui, c'est un statut très à part parce qu'en fait, c'est un processus de décolonisation.
il faut bien comprendre qu'en Nouvelle-Calédonie, on a aboli le suffrage universel. Mais c'est très classique dans les processus de décolonisation. Dès le moment où vous décidez de décoloniser et en attendant le référendum d'autodétermination, vous voulez éviter, dixit la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit c'est une exception au suffrage universel, mais temporaire pour cette raison-là, vous voulez éviter une colonisation de peuplement. Donc, tant que votre référendum d'autodétermination n'est pas tenu, vous pouvez geler le corps électoral. Il faut voir que dans ce gel, il y a en effet des Européens qui ont pu se rendre dans Nouvelle-Calédonie, mais il y a également les petits-enfants de Kanak qui étaient électeurs en 98. Si j'étais électeur en 98, je le suis encore. Si jamais je suis enfant descendant direct, je le suis. Si je suis petit-enfant, non. Donc vous voyez qu'on a vraiment gelé ce corps électoral à un moment du temps. Et évidemment, maintenant que les 3 référendums sont passés, le dernier le 12 décembre 2021, il faut dégeler ce corps électoral. Parce que sinon, vous abolissez sine die le suffrage universel. Et si les élections provinciales devaient avoir lieu aujourd'hui, elles seraient annulées par les cours françaises et par la Cour européenne des droits de l'homme, parce que justement, on ne peut pas abolir le suffrage universel sine die. Donc, il y a une nécessité de dégel. Et cette nécessité de dégel, en revanche, il fallait la dealer avec autre chose pour les Kanaks, notamment la question peut-être d'un nouveau référendum. Un jour, dans 10 ans, 20 ans, 40 ans, disent certains. La question de la composition du Congrès de Nouvelle-Calédonie qui surreprésente aujourd'hui les Kanaks par rapport à la province sud et sur lesquels les Kanaks ne voudraient pas que l'on revienne. La question évidemment économique, parce que tout ça se passe sous fond de crise économique profonde. Donc vous voyez qu'on est dans un jeu beaucoup plus complexe dans lequel le dégel du corps électoral était l'un des éléments de négociation, seulement que comme on n'est avancé que là-dessus, forcément, ça a mis le feu aux poudres. Mais là, le temps législatif presse. On parle d'un accord global entre les parties prenantes locales avec le gouvernement pour essayer de faire arranger les choses. Est-ce que vous, Paul Sugy, vous pensez que c'est la solution ? Ce que je retiens, moi, dans ce que explique Benjamin, et il le montre assez bien, c'est qu'il y a une forme de nécessité juridique, et même une nécessité philosophique. Donc, de toute façon, c'est une solution qui s'impose par la force de l'évidence. En revanche, là où la situation politique en Nouvelle-Calédonie, mais aussi en métropole, devient compliqué, c'est qu'on a l'impression qu'il y a de moins en moins d'acteurs qui osent avoir un discours responsable. C'est assez frappant de voir le retournement, par exemple, du discours du Rassemblement national, qui avait jusqu'ici été assez clair sur la question de la Nouvelle-Calédonie et qui vient maintenant d'introduire un certain nombre de nuances. On l'a vu par la parole de Marine Le Pen. Mais il y a aussi un pendant, bien sûr, à gauche. Je crois que c'était ce matin, les députés socialistes ont publié un communiqué, par exemple, pour dire qu'ils considéraient que le gouvernement ne disposait plus de la majorité absolue nécessaire au Congrès pour pouvoir voter la loi constitutionnelle qui devra donc dégeler le corps électoral, parce qu'ils ont fait le jeu que poursuit l'extrême gauche décoloniale depuis le début, c'est-à-dire de prendre quasiment fait et cause pour le mouvement d'émeute en cours. Et donc, on voit qu'il y a une forme d'opportunisme dans les prises de position des uns et des autres dans les partis politiques en métropole pour se servir de la question de la Nouvelle-Calédonie, qui est une question très ancienne et qui dépasse de loin les antagonismes politiques auxquels on assiste, nous, aujourd'hui, pour se servir de cela, finalement, pour faire la critique de l'action gouvernementale. Alors même que cette action a été pensée et réfléchie, finalement, bien avant l'intervention de Gérald Darmanin, du Premier ministre actuel ou d'Emmanuel Macron. Donc c'est ce qui rend la situation politique un petit peu désespérante, c'est que on a le sentiment que finalement la solution la plus évidente et qui s'impose d'elle-même devient de plus en plus compliquée à court terme parce que tout le monde veut utiliser la Nouvelle-Calédonie pour l'intégrer à son agenda politique. Alors actuellement, ce matin, on avait entendu une habitante de Lille sur Europe 1 qui expliquait à ses enfants qu'il fallait être prêt à partir si jamais les émeutiers venaient chez eux, se cacher dans la mangrove, également dormir habillé avec les baskets au pied du lit pour partir en catastrophe. Plus de 200 millions d'euros de dégâts en Nouvelle-Calédonie d'après la CCI, 8 magasins sur 10 de détruits. L'archipel est-il ruiné selon vous, et est-ce qu'on peut encore assurer la sécurité des Français de l'archipel ? Alors, l'une des difficultés, c'est que l'archipel était ruiné avant même ces événements, parce que tout ça arrive sous le fond d'une crise politique, certes, qu'on reporte avec des référendums qu'on reporte depuis 36 ans, mais également sous le fond d'une crise sociale et économique très importante qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, les indépendantistes sont tout aussi embêtés que le gouvernement par ce qui est en train de se passer. Si on ne peut pas rentrer dans un processus de négociation, c'est parce que les partis indépendantistes sont sous la pression de la rue. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a des partis indépendantistes qui, parce qu'ils voulaient éviter que justement on fasse passer la réforme du mode de suffrage sans le reste, on crée des comités de mobilisation. Ils en ont perdu le contrôle. Ces comités de mobilisation ont mobilisé une partie de la jeunesse néo-calédonienne, beaucoup plus radicale que ses aînés, et qui également
eh bien, pour une partie, est désœuvrée, sans même vraiment de revendication politique. Et donc, cette crise sociale, aujourd'hui, enrichit la crise politique et fait qu'il y a une double perte de contrôle. Les organisations de coordination sur les jeunes mobilisés, les partis sur les organisations de coordination. Et donc, au final, aujourd'hui, négocier apparaît presque secondaire à court terme parce que plus personne n'arrive à maintenir l'ordre, et ce, encore une fois, sous fond de crise sociale et économique. Une crise sociale et économique qui est aussi en partie liée à l'effondrement du cours du nickel, qui est la principale richesse dont vit la Nouvelle-Calédonie, et qui me paraît effectivement d'autant plus intéressante à souligner qu'à mon avis, on a tendance à exagérer, je pense, dans le commentaire médiatique qu'on fait jusqu'ici de la situation de Nouvelle-Calédonie, la dimension politique. On assiste à des scènes d'émeutes qui ne sont pas simplement des affrontements politiques ou des manifestations qui dégénèrent, mais lorsque l'on bascule sur une situation d'émeute, on voit bien que les agitateurs politiques partant du prétexte, encore une fois, de ce dégel du corps électoral, finalement touche une population bien plus large qui, elle, a d'autres motivations que seulement politiques. Et il y a une forme déchaînement, des frustrations, des colères, des haines aussi, et je regrette qu'on n'ait pas suffisamment souligné d'ailleurs à quel point il y a une dimension ethnique dans ce conflit. Comme d'ailleurs dans la plupart des conflits de décolonisation qui ont mal tourné, si j'ose dire, et en particulier, bien sûr, le précédent de l'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la population kanak, Sonia Backès l'a très bien dit lorsqu'elle racontait l'attaque dont avait été victime son père, qui ne supporte pas la présence des Blancs sur cette terre, c'est-à-dire qui, quelque part, chosifie le blanc. Le racisme anti-blanc. Et on va en parler, Paul. Alors, le racisme anti-blanc, c'est une expression que je prends avec des précautions parce que quand on l'emploie en métropole, elle n'a pas exactement le même sens. J'entends. Je veux juste parler du sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. 57% des Français estiment qu'il y a racisme anti-blanc, pas moi qui le dis, c'est eux, s'expriment actuellement dans les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ce chiffre, vous le trouvez faible ou fort ? Le chiffre, c'est-à-dire la population... 57% des Français estiment qu'il y a un racisme anti-blanc, les Français, donc métropole aussi. Moi, encore une fois, ce que j'essaie de dire, c'est que le terme en lui-même me paraît, il faut le manier avec précaution, ce qui me paraît assez finalement éloigné quand on parle de racisme anti-blanc en métropole, où là, il y a effectivement, je crois, des manifestations de plus en plus marquées de racisme, alors même que la population blanche est très largement majoritaire au sein de la métropole, qui n'ont plus grand-chose à voir, si vous voulez, avec un conflit décolonial où deux populations ethniques distinctes se font face. En Nouvelle-Calédonie, c'est l'héritage de l'histoire. Il y a de la part des Kanaks un refus pour beaucoup d'entre eux de vivre à côté des descendants des Bagnards qui ont, pour ainsi dire, pris possession de l'île au cours de l'histoire récente. Et effectivement, ça manifeste une haine très vivace, mais une haine qui montre bien que le conflit est plus que politique et qu'il y a une situation de détestation profonde qui ne se résoudra pas seulement par des accords parlementaires ou constitutionnels. Benjamin Morel. Oui, je suis absolument d'accord. C'est pas réellement le même sujet, en effet, qu'en métropole. Et ce qu'on pourrait appeler racisme anti-blanc ne correspond pas tout à fait à la même chose. Mais là, encore une fois, on a repoussé l'échéance de ce processus de décolonisation, et dès lors, on a pensé que, on simplifiait la chose, mais en fait, on l'a rendu plus complexe, parce qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, vous avez 20% de métis. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une communauté kanak en métropole extrêmement importante, parce que vous avez d'autres populations en Nouvelle-Calédonie, notamment une grosse population wallis-et-futunienne. Vous avez également des populations indonésiennes, vietnamiennes, etc. Donc en fait, la situation est extrêmement complexe au niveau local, et à cette opposition entre d'un côté Caldoche et Métro, et déjà il ne faut pas les assimiler, et de l'autre côté les Kanaks, eh bien vous ajoutez tout un jeu de complexité qui fait qu'aujourd'hui, la solution intégration dans la République, solution classique dans un processus de décolonisation qui ne mène pas à l'indépendance, c'était le souhait de Césaire en 1946. C'est comme ça qu'on a créé des départements d'outre-mer, où indépendance pure et simple est devenue beaucoup plus complexe, parce que si vous donnez l'indépendance, que deviennent les Caldoches et les Métros ? Que deviennent également les Wallis-et-Futuniens ? Si jamais vous restez dans la République, que faites-vous des rêves d'indépendance des Kanaks ? Eh bien, ils sont à oublier également. Et dans ce cas-là, comment arriver à concilier ces deux contraires ? Face à cette impossibilité logique de concilier ces deux contraires, on préfère reporter. Il est probable que cette affaire finisse par un nouveau report, un nouveau référendum dans quelques décennies. Pour la Nouvelle-Calédonie, une dernière question avant de passer à la suite de Ça fait débat. Depuis jeudi matin, TikTok est interdit en Nouvelle-Calédonie pour éviter que les émeutiers se coordonnent. La Ligue des droits de l'homme et la Quadrature du Net attaquent cette interdiction en Nouvelle-Calédonie devant le Conseil d'État. Ils dénoncent un coup particulièrement grave à la liberté d'expression. A priori, ça s'est pas fait dans un pays occidental de devoir interdire comme ça une plateforme vidéo. Est-ce qu'ils ont raison, selon vous ? Alors, je vais jouer mon juriste rapidement. Si on était... La Nouvelle-Calédonie n'est pas dans l'Union européenne.
Si jamais on était dans l'Union européenne, le droit européen ne permettrait probablement pas ça. Là, il y a une vraie hésitation sur le fait que le droit le permette malgré l'état d'urgence. Mais c'est pas un problème pour le gouvernement parce que le problème aujourd'hui, c'est d'interdire ce réseau social maintenant. Ça durera quelques jours, ensuite tout le monde aura des VPN et donc ce faisant, ce sera efficace, même si le juge administratif, in fine, rejette. Ça fait débat à 18h45, Europa Soir Week-end. On poursuit avec Rouen. Le policier qui a neutralisé l'attaquant de la synagogue de Rouen sera décoré, comme l'a annoncé Gérald Darmanin. L'enquête n'a pas encore démontré si la réponse du policier était proportionnelle ou pas à la situation. Faut-il le décorer? Et si oui, fallait-il le faire si vite, Paul Sugy? Je pense qu'il fallait le faire vite, oui. Ça permet d'éviter tous les débats. L'enquête doit avancer, c'est normal si vous voulez, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Je crois que toutes les vérités juridiques, c'est la vérité des symboles. L'attentat manqué, fort heureusement, à la synagogue de Rouen, c'est un symbole fort. Et quelque part, je pense, j'espère, qu'il permettra désormais qu'on ne puisse plus remettre en cause ce qui semble s'imposer par la force de l'évidence depuis le 7 octobre et en réalité depuis bien plus longtemps, à savoir qu'il y a une montée extrêmement inquiétante des actes antisémites en France. J'entendais ici ou là certains qui discutaient l'esprit ou la lettre de cette affirmation. Elle est aujourd'hui évidente. Et par ailleurs, c'est presque regrettable qu'il faille le préciser, mais là encore, parfois les évidences, ça va mieux en les nommant. Cet antisémitisme est un antisémitisme d'importation. Le profil de l'individu qui a été neutralisé fort heureusement par ce policier courageux, par les forces de l'ordre et les pompiers primo-intervenants sur cette opération qui seront donc tous décorés par Gérald Darmanin lundi. Cet individu, qui a été sous une OQTF, laquelle n'avait pas pu être exécutée parce qu'en l'état actuel de notre droit, il y a certains individus dont on reconnaît que ce sont des étrangers dont la présence en France n'est plus souhaitable et n'est plus légale, mais malheureusement la force publique est entravée dans la possibilité de les expulser. On voit bien que cet antisémitisme donc est alimenté par une immigration extra-européenne qui importe sur notre sol des formes de haine que l'on espérait voir disparaître depuis longtemps. Je reviens à cette décoration, Benjamin Morel. Est-ce que justement cette décoration pourrait inciter les forces de l'ordre à se sentir plus légitimes pour faire usage de leur arme à feu, selon vous? Je suis pas sûr qu'entre guillemets ce soit uniquement l'objet de cette décoration. Je crois pas qu'on puisse décorréler ça évidemment du contexte, mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit. 1, l'antisémitisme aujourd'hui est présent sur le territoire. 2, c'est un antisémitisme contre lequel évidemment il faut lutter de toutes ses forces. Et le fait de remettre cette décoration maintenant, de montrer que face à l'antisémitisme, la fermeté la plus claire doit être affirmée, c'est évidemment reconnaître, je dirais, l'action de l'homme, mais au-delà, c'est donner une importance capitale à cet événement et à la manière dont il a été conjuré, ce en quoi le gouvernement a plutôt eu raison. Alors, une dernière question, Europe 1 Soir Week-end pour Ça fait débat, Benjamin Morel et Paul Sugy. L'insécurité dans les rues de France et d'outre-mer divise encore plus les citoyens et les communautés. Déjà que le Rassemblement national caracole en tête des sondages avec plus de 30% d'intention de vote pour les européennes, ce qui se passe donc depuis ces derniers jours, ces derniers mois. Est-ce que c'est un boulevard pour Jordan Bardella pour les prochaines élections ? Poser la question, il me semble, c'est rendre ces élections un peu moins intéressantes qu'elles ne le sont déjà. J'avoue que j'ai beaucoup de mal. Alors c'est dommage, je suis supposément payé pour ça, mais j'ai beaucoup de mal à m'intéresser à ces élections autant que je le devrais, parce que précisément, j'ai l'impression qu'on essaye de les éloigner le plus possible de ce qu'elles devraient être, c'est-à-dire une réflexion collective et ensuite un vote pour sanctionner ça sur l'avenir de l'Union européenne, de la présence française au sein de l'Union européenne. Et j'ai l'impression malheureusement que cette question n'a jamais été autant éludée que jusqu'à présent. Alors, je ne fais pas le faux naïf, je sais très bien que les élections européennes ont quasiment toujours été perçues comme pratiquement une élection de mi-mandat qui vient au fond permettre aux électeurs de sanctionner ou au contraire d'approuver la politique conduite par le pouvoir en place et qui permet aux oppositions, soit sur des sujets thématiques, c'est le cas avec Jordan Bardella sur la question de l'insécurité, ça avait été le cas en 2019 avec les écologistes sur un sujet là aussi précis, de faire une percée. Malheureusement, ce que je crois, c'est que vous avez raison de le dire, ce sera un référendum pour ou contre Emmanuel Macron et certainement une manière pour un certain nombre d'électeurs d'envoyer un signal sur la perception qu'ils ont de l'insécurité ou des problèmes structurels qui gangrènent la vie des Français. On parlera malheureusement de beaucoup de choses, pratiquement sauf d'Europe. Et surtout, je vois que le clivage qui existait jadis entre les souverainistes ou les pro-européens a pratiquement disparu dans la représentation politique avec les principales listes qui vont être en lice.
Merci Paul Sugy, journaliste au Figaro. Merci Benjamin Morel, Merci à vous. maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. Europe 1 Soir Week-end, 18h50. Ça fait débat, c'est terminé. Europe 1 Soir Week-end. 18h-19h, Guillaume Lariche. Et Julia Vignali reçoit l'acteur Jean Reno pour la sortie du livre Emma. Bonjour Jean Reno. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien avec les incontournables d'Europe 1. Vous venez de publier votre premier roman, Emma, aux éditions XO. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour écrire un premier roman ? Pourquoi ? Parce que j'ai été tellement occupé et que c'est pas ma première préoccupation de raconter des histoires, puisque je me considère comme un raconteur d'histoires, de raconter des histoires sur le papier. Et donc j'ai été occupé toute ma vie, à gauche, à droite, sans arrêt. Et un jour, il y a eu le Covid, qui a été une sorte de barrière et un grand silence. Et c'est ce silence qui a déclenché cette manière de raconter les histoires. Oui, une autre manière de raconter les histoires, puisque vous nous dites que finalement, toute votre vie, vous avez raconté des histoires à travers les films. Absolument. Vous voyez ça comme un prolongement de l'écriture ? Oui, parce que aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, toute l'expérience que j'ai, je crois, du récit, de la vérité du personnage, du côté authentique du personnage, de pas raconter des mensonges autour du personnage, parce que ça, c'est important lorsqu'on interprète. On peut pas faire n'importe quoi à n'importe quel personnage. Voilà. J'espère que je suis honnête avec Emma. Et elle a vécu avec moi longtemps. Mais vous l'avez rencontrée où, Emma ? Il y a longtemps, c'est pas l'Emma du livre, mais j'ai rencontré une masseuse avec ma femme en thalassothérapie, et elle m'a dit tu dois avoir un massage avec cette demoiselle parce qu'elle est extraordinaire. Alors, je lui ai dit laisse-moi tranquille, j'ai dit. Et du coup, elle m'a réservé 1 heure de massage dans mon dos, et merci, parce que ça a été une révélation, parce que cette femme avait une technicité, on va dire, une manière de faire incroyable. Et de là est parti le rapport aux mains. Effectivement, ce rapport aux mains est très important dans votre roman, puisque donc on va raconter un petit peu l'histoire. Emma est masseuse dans un centre de thalassothérapie en Bretagne. Elle est incroyablement douée et possède des mains d'or qui vont l'amener jusqu'au sultanat d'Oman, où elle tombe amoureuse de Tariq, un homme très séduisant et puissant avec lequel elle va vivre une passion amoureuse. Mais cette histoire va l'entraîner bien malgré elle dans une affaire d'État et d'espionnage. Franchement, Jean Reno, c'est un roman très prenant et envoûtant et même érotique par moment. Merci. Alors, on s'attendait pas forcément ça de vous sur le côté érotique. Excusez-moi, Jean Reno. Mais je voulais une histoire romanesque. Ouais. Et je voulais pas un romanesque à la Madame Bovary. Mm-hmm. J'ai rien contre Madame Bovary, bien au contraire. Dans le sens que Madame Bovary, sa peau, sa libido, elle n'est pas trop présente. Mm-hmm. On la sent, bien sûr, on comprend ses désirs. Mm-hmm. Surtout en dehors de son mari, d'ailleurs, parce qu'avec Charles, son mari, c'est pas terrible. Non, voilà. Donc son absence avec son mari et sa présence avec ses amants. Non, Emma, quand elle aime, elle y va. Ouais. Elle y va pas les yeux fermés parce qu'elle est pas nunuche. Mais évidemment, la plus grande aventure que l'on puisse avoir est bien celle de notre vie. C'est marqué dans le livre. Je crois beaucoup au fait qu'on peut vivre des aventures, soit là, comme ça, sans qu'on n'est pas obligé d'aller dans le Kilimandjaro ou au milieu du Nigeria pour avoir une aventure. Ayez confiance, l'aventure va venir vous prendre par la main. Et parfois c'est charnel, comme dans le livre. Exactement. Effectivement. Vous me parliez de Madame Bovary, et c'est drôle, je voulais vous en parler moi-même, on doit être connectés, Jean Reno. Flaubert disait, Madame Bovary, c'est moi. Est-ce que Emma, c'est Jean Reno ? Sans doute. Sans doute parce que je suis parti de loin. Est-ce que je suis arrivé quelque part ? Et que j'ai eu une aventure. En tout cas, on peut dire ça, le plus honnêtement du monde. En ce sens, oui. Et qu'elle va s'instruire, apprendre très vite. Parce que j'aimerais que les lecteurs apprécient le livre, parce que je voudrais vivre encore avec Emma et continuer à raconter sa vie. Alors, avec Emma, qui est donc un personnage féminin, l'héroïne de votre premier roman, qu'est-ce qui vous plaît tant chez elle, dans son féminin ? Est-ce que vous avez rencontré des Emma dans votre vie ? Et quelles sont-elles ? Oui, j'ai des amies femmes, donc, qui sont volontaires devant le risque. Courageuses ? Oui. Et même volontaire, elle va bouger même le risque. Elle intervient dans le risque. Elle va dire je ne te crains pas, toi risque. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être aussi dans la rencontre amoureuse, la manière d'interroger l'autre. Alors avant même sa sortie en France, votre livre a déjà été traduit dans 13 langues, ce qui présage un immense succès, avec une adaptation au cinéma, non peut-être ?
Peut-être le film, c'est un peu petit. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Si on raconte sa vie, on a besoin d'un peu plus. Peut-être une série, si c'est possible. Une série sur une plateforme, par exemple ? Ou chez un producteur français aussi. Il y a de très bons producteurs français. Bien pour sûr, ça. mais pourquoi pas pour une grande plateforme internationale, que ça soit vu dans différentes langues, ça vous plairait beaucoup ? Allez à Jacta, on verra bien. On verra bien. En tout cas, franchement, à la lecture de votre roman, ça paraît évident que c'est, à défaut d'un film, en tout cas, que ça pourrait être mis en image. Il y a une écriture très cinématographique. Est-ce que si cette série existait, vous verriez la réaliser ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Vous savez, je m'en suis rendu compte avec Luc, très vite, avec Luc Besson. Dormir, se réveiller, travailler toute la journée avec un montage d'un film dans sa tête, parce que le langage cinématographique, c'est mettre évidemment une image derrière l'autre, mais comme construire des phrases harmonieuses qui font le récit cinématographique. C'est pas moi. Et j'ai pas la patience. 200 personnes, 100 personnes sur le plateau, waouh, c'est une responsabilité monstre. Et pourtant, vous avez de la patience. Écrire un roman, ça, il faut beaucoup de patience, non ? Oui, mais il y a une chose, comme un jour, Luc me dit, tu sais, quand j'écris un scénario, je peux faire passer 300 hélicoptères dans mon salon, personne ne me dira rien. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Alors après, Emma, il paraît que vous avez en tête une certaine Justine qui pourrait être l'héroïne d'un futur roman. Encore une femme ? Oui. Différente, celle-là. Elle est là pour porter la justice, oui. Mais j'ai beaucoup d'histoires dans ma tête. Ouais. Avec beaucoup de femmes dedans, non ? Toujours. Elles ont toujours été clémentes avec moi, et bien plus aussi. Et quand est-ce qu'on vous retrouve à l'écran, Jean Reno ? Je crois qu'il y a quelque chose qu'on a fait pour Netflix, qui s'appelle Les Loups-Garous, avec Franck Dubosc, qui va sortir après l'été. Et j'ai un film indépendant américain qui commence en août aux États-Unis, je crois. Le pêcheur et le pingouin. Ça va vous laisser le temps pour écrire un nouveau roman ? Oui. Là, jusqu'à la fin de l'année, je vais être tranquille. J'ai le tournage du Marsupilami, mais ça va être un mois, j'allais dire. Donc, il y a de la place, oui. Vous avez commencé à écrire ? 5 pages. C'est déjà pas mal. Plus que 200. C'est pas énorme, hein. Mais c'est peut-être un bon début. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Jean Reno, pour cet entretien avec les incontournables d'Europe 1. Je rappelle la sortie de votre premier roman très réussi. Ça s'appelle Emma et c'est aux éditions XO. Un livre qui nous enivre et nous fait voyager. Et à la fin, et c'est bon signe, on n'a pas du tout envie que cette histoire s'arrête. Merci à vous. Merci infiniment. C'était Julia Vignali, Julia qui était en compagnie de l'acteur Jean Reno. Europe 1 Soir Week-end, 18h58. Ça touche à sa fin cette émission. Sachez que chaque année, les trophées Europe 1 de l'avenir récompensent les entreprises qui s'engagent dès aujourd'hui pour changer le monde de demain. D'ailleurs, vous êtes auditeur d'Europe 1, vous pouvez participer en choisissant le coup de cœur RSE des auditeurs parmi 4 entreprises nommées. Retrouvez toutes les informations et puis le formulaire de vote qui va bien sur europe1.fr. Vous pouvez faire la différence, alors votez. Europe 1 Soir Week-end, merci d'avoir fait la route avec nous. Le journal de 19h arrive dans moins de 2 minutes avec Théo Grévin.